Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là, et elle arrive. Posa kosunga bango ebele ezali mais moyen eza moke yango na ko lancer appel na bandeko nyonso oyo baolanda ngai oyo baza na moyen bakoki ko rejoindre ngai tosangani ensemble na moke toza nango tosungi bango mutu mosusu akozala po apesa aveugle azo neti aotiola epote eza susa benitio mpo na biso na ntango ozopesa aveugle toza mpe kopambama bakonzi ndefu basunga bato ya boye po apesa bango makoki pour akosensibiliser même avec la Congo. Fondation Alimasi Iyongo Eugénie toujours pembeni ya ba oyo bazali na ba difficulté pona nyonso ekende malamu boinde zalaka. Pesa passage. Merci beaucoup mesdames et messieurs, bienvenue à travers cette grande émission Identité culturelle. C'est un réel plaisir, comme vous le savez. On a toujours cette obligation de nous retrouver avec vous quasiment chaque jour. Hein. C'est pas facile, mais on fait l'effort de répondre à nos obligations parce que c'est notre devoir de vous informer, former, également vous divertir. Comme vous le savez, M. Franck Niembo, j'ai toujours le réel plaisir de faire une variation de mes invités. Pourquoi ? Parce qu'en RDC, nous avons plusieurs catégories de formes de personnes et ces gens se battent matin, midi, soir pour reformer un tout petit peu ces grands pays qui est la RDC. Mais peut-être qu'on n'a pas l'opportunité de les savoir à travers le média. On fait l'effort de puiser ces gens, le mettre sur notre plateau et pourquoi pas aussi discuter sur plusieurs faits. Alors aujourd'hui, je pense qu'on aura quand même une idée parce que beaucoup de personnes se posent la question, surtout à Kinshasa, on a un sérieux problème sur le plan environnemental. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème d'homme, problème d'expérience ou encore aujourd'hui, il faudrait ressortir des scientifiques pour nous en parler. Alors je serai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Lucien Mosengo, qui sera mon invité aujourd'hui. Je rappelle pour une brève présentation, il est expert en matière environnementale, également aussi vice-coordonnateur chargé des questions stratégiques, techniques et médias au sein de l'ONG Ecolotribe, également conférencier de son état. Avec lui, on va tenter de discuter sur plusieurs aspects, mais je pense qu'il sera à la hauteur de répondre à nos questions. Monsieur Lucien Mosengo, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Franklin. Un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Il est partagé le plaisir. Voilà, alors ça vous dit quoi aujourd'hui? Lorsque vous êtes devant beaucoup de Congolais qui vous regardent, vous allez défendre quand même votre savoir. Est-ce que vous êtes fier de vous, fier d'être Congolais et également fier d'être aussi un grand expert en matière environnementale? Bon, je ne parlerai pas d'abord en termes de la fierté, c'est plutôt une responsabilité qui nous incombe à tous en tant que citoyens congolais de défendre valablement notre patrie par rapport aux questions techniques qui touchent, qui heurtent au mieux la sensibilité de la population, parce que parler environnement, c'est parler santé, c'est parler la vie sociale, c'est parler assainissement, c'est parler beaucoup de choses à la fois. Alors à chaque fois qu'on a l'occasion d'éclairer un peu la lanterne de la population par rapport à certains concepts ou réalités qui touchent cet aspect, c'est toujours un plaisir de répondre valablement à cet appel. Bon, on va ouvrir une petite parenthèse avant d'entrer dans notre sujet. Mais ça nous dit des fois, les Congolais ne pensent pas aujourd'hui être un expert en matière environnementale. On s'est dit plutôt on doit être penché dans les secteurs politiques, être député, ministre. C'est là où coule le lait et le miel aujourd'hui. Mais est-ce que vous vous retrouvez, vous qui êtes expert en matière environnementale, le Congo
vous sourit, les autorités vous accompagnent et de vous-même aussi, vous êtes fier de défendre la nation aujourd'hui, ou encore il y a des trucs qui vous lèsent aujourd'hui, vous avez votre caméra, vous pouvez nous les dire en face. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ok, merci beaucoup pour la question. Très Déjà, bien. si on interroge les anthropologues ou même les sociologues, ils vont dire que la société a une structure dynamique. La société évolue. Donc, le choix des filières aujourd'hui tient aussi compte de cette dynamicité. Beaucoup de gens ont préféré emboîter la science politique, les droits et les économies, etc. parce que ce sont des sciences qui ont pris l'ascendance depuis longtemps. Mais si on doit faire une brève esquisse historique par rapport à l'environnement, l'environnement, ce concept-là a été forgé en 1972. Donc c'est une science très récente. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est un dévoilement graduel. C'est-à-dire faire connaître, faire une certaine redécouverte auprès de la population tout entière. Et aujourd'hui, c'est lié aussi à cette mutation, bien entendu, du monde actuel. Aujourd'hui, le monde, c'est la technologie, le monde, c'est des sciences exactes, bien qu'on considère aussi les sciences classiques. Mais aujourd'hui, il y a une certaine homéostasie, cette harmonie-là, entre les deux pôles. Mais la grande difficulté se situe à ce niveau, vu que ce sont des sciences nouvelles. 1972, c'est pas assez longtemps. Donc, il faut d'abord faire découvrir les priorités et puis l'importance de ces sciences-là à la population, chose qui n'est pas aussi facile dans ce sens-là, parce que quand on parle environnement, beaucoup de personnes sombrent encore dans les soupçons. C'est-à-dire l'environnement, c'est l'arbre voilà. Balayé, c'est ça l'environnement. Si. Or, ça touche beaucoup d'aspects. Alors, il faudrait être muni de beaucoup de patience pour faire découvrir à la population ce qu'est réellement l'environnement et tous les aspects que cette science touche. Très bien. Voilà, on va fermer la parenthèse. Il fallait quand même qu'on essaye d'en savoir un peu. Exactement. Vous comprenez que il y a beaucoup, on apprend dans cette émission en même temps. Il y a des gens qui déjà, j'ai tenté de lancer à travers nos diverses plateformes de réseaux sociaux que vous allez être notre invité, mais il y a des questions qui coulent déjà. Donc, ceux qui sont déjà connectés, soyez patients, on va ramasser vos questions rapidement. Et M. Lucien Mosengo sera à l'auteur pour répondre à toutes vos préoccupations. Voilà, on va revenir dans notre sujet. Je vous ai fait appel aujourd'hui pour qu'on réfléchisse un peu sur Kinshasa. Kinshasa qui est notre capitale. Lorsqu'on parle de Paris, on voit la France. Aujourd'hui, on parle de Kinshasa, on voit la RDC. Mais parlons un peu entre nous, Congolais. Est-ce que Kinshasa a besoin de vous qui êtes expert en matière environnementale pour un peu redorer sa forme, donner un peu une autre image de Kinshasa aujourd'hui, ou encore aujourd'hui on pourra se dire, bon, Kinshasa n'a pas besoin des experts, vous qui êtes en matière environnementale, ou Kinshasa a besoin que de politiques qui vont gérer à la manière de politiciens. Ok, merci beaucoup, M. Franklin. Kinshasa, déjà, a besoin de tout le monde, de tous les enfants, mais particulièrement les environnementalistes que nous sommes, les écologistes et consorts. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, dans le cadre de cette mutation, de ce côté dynamique d'une ville, parce que la ville naît, grandit et puis meurt. Lors de la naissance de la ville, il y a des facteurs démo-écologiques, des facteurs démographiques qu'il faille prendre en considération. Si on rentre à l'histoire, on interroge un peu l'histoire, on va voir que Kinshasa n'était pas conçu peut-être pour abriter 12 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a la structure évolutive d'une ville. À l'époque, on a quitté des 4 millions, de 6 millions, 8 millions, 12 millions, certains parlent de 14 millions. C'est-à-dire que la ville qui était née, la ville est en train de grandir. Et puis la ville peut mourir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque la ville est en train de grandir, c'est-à-dire on voit la structure démographique de la population. Alors, il faut redynamiser la ville, il faut faire les redimensionnements de la ville, tenir compte aussi de cette évolution-là pour pouvoir s'adapter. Sinon, la croissance démographique est plus rapide que l'évolution, peut-être du point de vue urbanistique de la population.
ce qui va créer déjà un antagonisme par rapport à cela. Donc Kinshasa a besoin des environnementalistes. Pourquoi? Parce que la ville est aussi dynamique. Aussi longtemps que la population l'est, la ville aussi doit être dynamique. Alors pour dynamiser la ville, on a besoin aussi des environnementalistes pour tenir compte des études d'impact environnemental et social, mais aussi beaucoup de paramètres dont la population a besoin plutôt pour son devenir. Mais ça fait impression comme si on ne vous associe pas. Parce que c'est depuis que les Congo existent, on n'a jamais parlé sur ces réformes que vous êtes en train de souligner tout à l'heure. Par contre, nous parlons plus sur la salubrité. On va voir Gentini à l'époque, Ngobila, et aujourd'hui c'est notre très cher gouverneur Daniel Bumba. Tous parlent rien que de la salubrité. Mais on ne parle pas sur l'aspect, comme vous avez dit, qu'un milieu peut naître, grandir et mourir. Mais il ne tient pas compte de ça. C'est question de manque de vous associer, ou vous ne voulez pas vous associer à eux. Ça crée une diversion d'idées. C'est quoi exactement? Parce qu'on ne parle que sur le même aspect, l'aspect salubrité. D'accord. Merci beaucoup. Je veux que vous soyez ouverts. Hein? Oui. Très ouverts. Parce qu'il y a des questions qui arrivent ici. Soyons très clairs. Merci beaucoup. Avant d'aborder l'aspect lié à l'insalubrité, j'aimerais glisser un petit mot par rapport à cela. En fait, par rapport aux paramètres environnementaux, il y a aussi le problème lié au niveau des vies et puis aux priorités d'un pays, mais aussi les échelles d'un pays. On parle des pays développés, des pays sous-développés, des pays du quart-monde, etc., des PPTE, que sais-je encore. C'est-à-dire, l'environnement doit tenir aussi compte du niveau de vie de la population. Dans les pays sous-développés, le secteur environnemental est très négligé par rapport aux priorités des gouvernants. Par exemple, il y a des enjeux, des défis auxquels les gouvernants doivent répondre, nécessairement les problèmes liés à l'éducation, liés à la santé, liés à l'alimentation, etc. Or, dans une société, nous sommes dans une structure, dans une méthodologie systémique, c'est-à-dire tout est lié à tout. Mais aujourd'hui, du fait que l'environnement, ça parle un peu partout, on ne doit pas parler aussi environnement, ça politique. Donc aujourd'hui, la RDC, avec tous les enjeux naturels, les enjeux géologiques, forestiers, consorts dont regorge la RDC, il y a lieu maintenant de reconsidérer ces secteurs tant prisés sur le temps national qu'international. Mais cependant, on doit aussi avouer cela que dans des pays sous-développés, nous sommes en retard. Le Congo. Je parle des pays sous-développés en général, mais aussi les Congo en particulier. Ah ouais. Voilà. Et surtout que la RDC est au cœur des enjeux par rapport à sa position géostratégique, par rapport à sa méga biodiversité, par rapport à ses ressources énergétiques. Nous sommes en retard par rapport à beaucoup de pays. Voilà pourquoi nous avons l'impression que c'est un secteur qui n'est pas vraiment pris en compte par rapport aux priorités de l'État, mais actuellement, avec les combats que nous sommes en train de mener, je pense que les lignes commencent un peu à bouger. Parce que là, tout le monde commence à parler environnement. Et puis, ce sont des impositions à l'échelle internationale. Aujourd'hui, même si on doit accepter votre projet, les projets doivent d'abord présenter les études, les EUES, c'est-à-dire les études d'impact environnemental et social. Quelles seront les retombées du point de vue social et environnemental de votre étude? Donc, vu qu'il y a cette imposition déjà à l'échelle internationale, donc tout le monde ne peut que suivre le pas. Bon, je veux qu'on parle un peu de vous, monsieur Lucien Moissengo, parce que vous êtes vice-coordonnateur chargé des questions stratégiques techniques et médias au sein de l'ONG Écolotrope. Qu'est-ce que vous avez déjà mené comme initiative ou action individuelle? Je veux qu'on reste là. Je ne vous prends pas en casquette d'un député pour dire que vous êtes allé au sein de l'Assemblée nationale, vous avez posé votre mémo et tout, non. Mais je vous prends en tant que Congolais, mais en même temps, selon votre titre que vous portez de vice-coordonnateur chargé des questions stratégiques techniques et médias au sein de ces grandes ONG Écolotrope, savoir un peu votre lutte pour le Congo, surtout sur cette matière que nous sommes en train de discuter tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez déjà mené? Les Congolais peuvent en découvrir et en savoir un peu. C'est quoi exactement? D'accord, merci beaucoup. Déjà, quand on parle d'Écolotrope, c'est une jonction de deux mots, Ecology and Trap. Donc, voyage écologique. C'est une ONG internationale qui s'occupe
des jeunes de l'Afrique centrale. Donc c'est une plateforme qui réunit les jeunes qui s'adonnent aux activités environnementales, mais au niveau de l'Afrique centrale. Comme je le disais tantôt dans mes prémices, on a aussi associé certains pays anglophones, justement pour qu'ils ne se sentent pas lésés. Mais l'ONG s'occupe beaucoup d'activités à caractère environnemental, dans le sens où on est en train de faire la promotion de l'entrepreneuriat vert. C'est-à-dire nous devons entreprendre sans détruire l'environnement. On s'intéresse aux actions liées pour lutter contre le réchauffement climatique, aux actions liées pour réduire la pollution sonore, mais aussi promouvoir les jeunes pour lutter contre la pauvreté tout en préservant l'environnement. À Kinshasa, on a mené beaucoup d'actions, mais nous devons souligner aussi que l'ONG existe depuis longtemps, mais en RDC, ça sera la deuxième année. Deuxième année. Oui, ça sera la deuxième année. Mais depuis les 2 ans, on a mené beaucoup d'actions. Chaque année, on réalise l'éco-jogging. C'est-à-dire, dans le cadre de la sensibilisation ou de la mobilisation, on fait une marche de santé durant laquelle on est en train de ramasser les déchets, particulièrement les déchets plastiques. Pourquoi? Parce que ça fait partie aussi des vecteurs qui causent mais là, monsieur Lucien, là, on le voit déjà fréquemment avec toutes ces ONG qui existent, qui ramassent ces immondices en plastique et tout. Ça s'est fait déjà, ce n'est pas quelque chose de... Oui, je n'ai pas fini. Bon, allez-y. La parole. Allez-y, je vous en prie. Au-delà de cela, il y a des conférences que nous sommes en train de mener parce que nous sommes une plateforme internationale. Chaque année, nous organisons aussi, on appelle ça Week Eco, semaine écologique, où les participants doivent voyager dans l'un de ces pays que nous venons de citer au niveau de l'Afrique centrale. Et cette année, c'était au Bénin. Au Bénin. Et chaque année, la RDC aussi envoie des représentants. Et ces représentants, à l'issue de cette assise internationale, vont revenir au pays pour faire une restitution. Justement, un cadre de réflexion sans complexe pour permettre aussi aux jeunes Congolais de s'exprimer. Au-delà de cela, il y a aussi des dons que nous apportons aux sinistrés par rapport aux catastrophes naturelles. Donc la structure mène beaucoup d'actions à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale qu'on ne saura peut-être pas tout dévoiler ici. D'accord. Bon, d'accord, là, c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, mais je pense que nous avons besoin de comprendre un peu aussi quelque part sur comment redorer un peu Kinshasa. Parce que là, je vais prendre quelques aspects qui sont un peu très capitaux. Vous avez dit tout à l'heure ici, on ne doit pas prendre l'environnement simplement sur l'aspect insalubrité ou salubrité. On ne doit pas rester là. Il faut prendre dans tous les aspects des formes. Mais parlons de la salubrité aujourd'hui. Kinshasa trop sale. Kinshasa aujourd'hui, les Kinois nous regardent, souffrent de cette maladie, les typhoïdes et tout, et consorts et tout, parce que il y a une pollution énorme qui rend mal à l'aise le Kinois. Est-ce que vous avez déjà une politique bien tracée, recadrée, peut-être pour nous dire que, durant la fin du mandat du président Félix Tshisekedi, l'ONG Ecolotrops pourra aussi accompagner les actions du gouvernement, mais avec un planning bien élaboré. Est-ce qu'on peut comprendre ça aujourd'hui? Oui, bien entendu. Merci beaucoup pour la question. Déjà, comme je l'ai dit dans mes débuts, il y a la structure de la population qui est en train d'évoluer. Mais la population évolue plus vite que les structures urbanistiques de Kinshasa. C'est là, au fait, le problème que nous avons. Si, d'après les études urbanistiques, la ville de Kinshasa n'est habitée que à 20%, bon, aujourd'hui on peut tendre vers 25%. 75 à 80% se concentrent vers Maluku Nsele. Est-ce que vous connaissez un fort foyer de peuplement vers Maluku ou Nsele? On voit beaucoup, ce sont des espaces inoccupés, inexploités. Donc il y a une forte concentration de la population vers le centre ici. On voit Gombe, Yolokin centre surtout, qui est vraiment densément peuplé par rapport à la ville de Kinshasa. Le fait que cette population-là est fortement concentrée, mais les habitations, les structures urbanistiques ne suivent pas cette montée excessive démographique, c'est là qu'il y aura le problème. Donc ça vous empêche d'évoluer? Oui, ça va empêcher d'évoluer. Mais il faut mettre une stratégie en place. Justement, c'est ce que nous sommes en train de dire.
il faut redimensionner la ville en tenant compte de paramètres démographiques. C'est-à-dire commencer d'abord par désengorger la ville-province de Kinshasa. On doit créer des foyers de peuplement tout en occupant les espaces qui sont inoccupés et permettre la tautologie. Par exemple, créer de nouvelles cités. Créer de nouvelles cités en tenant compte des facteurs écologiques. Par exemple, quand on doit traiter le problème lié à l'insalubrité. En France ou à Paris, si on doit prendre que c'est l'exemple de Paris, il y a des stations d'épuration d'eaux usées. C'est-à-dire, il y a tout un cycle. On ne peut pas évacuer les effluents dans des eaux de surface sans pour autant les traiter. Mais cela, ça doit s'ouvrir tout un plan de construction et d'habitation. Vous voyez, donc Kinshasa est concentré. Alors, on doit commencer par déconcentrer Kinshasa. On doit occuper Maluku et Sélé. Si on occupe Maluku et Sélé, créer de nouvelles cités, comment expliquer chaque matin, tout le monde doit se précipiter pour aller à Gombe, faire Gombe. Voilà. Déjà que nous sommes dans une méthode systémique, c'est tout un système. C'est-à-dire, le problème qui est là va toucher tous les autres pôles. C'est-à-dire, on doit créer d'autres Gombe vers Maluku et Sélé. Ce qui fait que une grande concentration de la population n'auront pas besoin de venir vers ici. On va résoudre le problème d'embouteillage. On va résoudre le problème des routes, on va résoudre le problème de l'insalubrité d'une manière générique. De deux, il n'y a pas une politique réelle en termes de recyclage. En environnement, on parle de 5 R, le principe de 5 R, c'est-à-dire récupérer, réduire, réutiliser, recycler, etc. Mais on ne respecte pas cela. Hormis le centre d'enfouissement des scellés, on a encore quel espace où on doit traiter les déchets, où on doit réaliser toutes ces activités afin que les déchets soient valorisés. Aujourd'hui, à l'échelle internationale, les déchets constituent une richesse. Avec les déchets, on peut produire beaucoup d'argent, on peut créer les travails. Comment ça? Oui, justement. Pourquoi? Parce expliquez à ceux qui nous regardent. Voilà. Les déchets, aujourd'hui, c'est une matière première. Avec les déchets, on peut faire... Il y a la biomasse. Vous voyez, en Italie, il y a des villes qui sont alimentées justement avec les déchets. Aujourd'hui, avec les déchets, on peut, avec la transformation et les recyclages, parce qu'on ne transforme pas d'emblée comme cela. Nous avons les déchets liquides, nous avons les déchets solides. Dans les déchets solides, nous avons les métaux, nous avons les plastiques, qui ne seront pas orientés vers les mêmes finalités. Donc, on peut réutiliser, on peut recycler justement pour transformer en des produits de valeur. Nous avons les déchets organiques et non organiques. En ce qui concerne les déchets organiques, on peut faire les compostages. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons un problème par rapport à l'alimentation et dans l'agriculture. On est en train d'utiliser les engrais chimiques, ce qui est un problème réel pour la santé de la population. Avec les compostages, ce qui relève des engrais naturels, c'est-à-dire, les déchets organiques seront utilisés comme compost, justement pour fertiliser les sols, pour aider à avoir de bons rendements dans l'agriculture. Ce qui est avantageux pour la population, en lieu et place de consommer les légumes, par exemple, à base des engrais chimiques et des OGM, c'est-à-dire organismes génétiquement modifiés, qui sont vecteurs du cancer, de beaucoup de problèmes que nous avons, des problèmes hormonaux avec nos femmes, etc. Avec les déchets non organiques, on peut faire la méthanisation, c'est-à-dire produire l'électricité justement à base des déchets. On peut faire les traitements biologiques et mécaniques. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut faire avec les déchets. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle internationale, les déchets, c'est une richesse. Donc, la RDC n'a pas que faire des déchets, mais doit avoir une très bonne politique de la gestion des déchets, n'est pas laisser la prolifération des décharges sauvages, c'est-à-dire... on voit par exemple dans des quartiers comment les poubelles se multiplient à tout moment. C'est ce qu'on qualifie des décharges sauvages. Mais la RDC, la ville de Kinshasa doit avoir des décharges publiques, c'est-à-dire des espaces bien aménagés par le gouvernement, la ville, province de Kinshasa, parce que cela relève de ses compétences. Parce que même quand on regardait au niveau des SAIO, on voyait il y a une pollution énorme. À l'époque, il y avait cette coopération avec l'Union européenne. Voilà. Il y avait des véhicules verts comme ça qui s'occupaient de cela. Mais cette coopération n'existe pas. Actuellement, vous allez entendre comme moi, il y a des mouvements du côté de notre... gouverneur que je salue en passant, Daniel Bumba, il a effectué une descente sur les centres d'enfouissement des scellés qui jouaient un rôle crucial par rapport à la gestion des déchets aussi. Mais aujourd'hui, on doit restaurer ce centre-là
je pourrais dire, qui est déjà en faillite. Vous avez suivi, il est descendu là, il a effectué une descente là-bas. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a une coopération avec la Banque mondiale qui veut redynamiser cela. Est-ce que cette coopération aura un impact? La descente du gouverneur, ça ne veut rien dire, hein, mais on a besoin du fait réel, hein, parce que c'est comme ça avec le politique, c'est juste du m'as-tu vu, et puis bon, après, ça reste une histoire abandonnée, il n'y a plus rien. En fait, moi, je n'ai fait qu'évoquer les faits. Ah, j'évoque les faits, pourquoi? Parce que la Banque mondiale veut renouer avec Kinshasa, mais on doit avoir du concret et du sérieux. Alors, on ne peut pas être pessimiste. Nous attendons que de leurs échanges débouchent quelque chose de bien pour le salut de la population. Parce que le problème de l'insalubrité, il y a aussi le problème de la santé publique. Vous imaginez, nous sommes dans un pays avec le climat tropical, c'est-à-dire avec la chaleur, il y a l'augmentation ou la multiplication de beaucoup de microbes. Lorsqu'il y a la concentration de ces déchets-là, de cette poubelle, on voit que ça sent mauvais. C'est-à-dire il y a déjà l'activité microbienne qui est lancée. Il y a parfois les lixiviat qui est en train de couler, qui représente un danger réel pour la population environnante. Si on doit parler des déchets, on peut faire un tour ou faire la cartographie des centres de santé qui logent les endroits où habitent, où sont exposés, bien entendu, ces décharges-là. On va se rendre compte qu'à l'échelle des 10 ans, ce sont les mêmes maladies qui se répètent. Les mêmes maladies. Aujourd'hui, la population est en train de mourir. Il y a aussi les problèmes liés à l'espérance de vie. Pourquoi nous vivons dans quelles conditions? Dans quel environnement? Fièvre et typhoïde à tout moment. Si quelqu'un tombe malade, fièvre, typhoïde, malaria. C'est un cercle béant. Si on quitte cela, maintenant c'est cancer, myome, problème de respiration. Tout cela c'est lié à un environnement qui n'est pas sain. Bon, allez, je sais qu'on va quand même prendre les questions de ceux-là qui sont tentés de savoir beaucoup sur vous, monsieur Lucien Mosengo, expert en matière environnementale. On parle avec vous parce que c'est très important de comprendre beaucoup de réalités sur cet aspect. Mais avant que je ramasse quand même des questions, vous travaillez en collaboration précisément avec quel ministère? Parce que souvent, on vous lie avec le ministère de l'Urbanisme et Habitat, tantôt c'est le ministère de l'Environnement. Oui. On ne sait pas vous localiser exactement, vous qui êtes expert en cette matière environnementale. Ou vous êtes indépendant, je ne sais pas. Bon. Dites-nous un peu comment vous vous associez avec l'État ou le gouvernement pour collaborer ensemble. Et c'est dans quel ministère exactement? Au-delà du ministère de l'Environnement, aujourd'hui, il y a l'interdisciplinarité. L'environnement touche plusieurs couches sociales. Et même si nous devons faire ce qu'on appelle le management environnemental, on fait appel aux ingénieurs de bâtiments, aux économistes. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'environnementaliste peut chiffonner plusieurs ministères. On peut parler du ministère même des hydrocarbures. Pourquoi avec l'exploitation des carburants, il y a la pollution. On peut être là dans le ministère de l'Urbanisme et Habitat, ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, l'environnementaliste est sollicité dans beaucoup de ministères. Dans beaucoup de ministères. Oui. Bon, allez. Alors, on va faire cet exercice des questions-réponses quand même. Hein. Il faut être souple pour nous sommes là pour la population. Justement. Okay. Voilà, je vais quand même ramasser. Donc, on va faire ces jeux de ping-pong et soyez vraiment bref dans vos réponses pour permettre aussi qu'on ramasse beaucoup de questions que nous avons avec nous ici. Bon, la population peut poser la question même en lingala, ça ne dérange pas. Justement, j'allais faire la traduction. Hein. Donc, ok, d'accord, merci. On va poser à Congolais, non? Oui. Alors voilà, on va prendre cette question. Juste savoir, voilà. Bonjour, monsieur Franck. Ma question est de savoir par rapport à l'expertise de notre invité, est-ce déjà ils évoluent dans des forums de motivation pour faire comprendre au peuple congolais ce qu'ils sont exactement et ce que le peuple peut aussi respecter pour que nous puissions avoir un meilleur espace environnemental? Monsieur Claude Kabouya depuis Matete. Merci beaucoup, Monsieur Claude Kabouya. Je dirais même c'est notre quotidien. Nous avons plusieurs forums et il y a même deux fois on se retrouve en homologation avec d'autres ONG internationales, par exemple CNet Zero
et d'autres, justement dans le cadre de la sensibilisation. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Aujourd'hui, la sensibilisation ne suffit pas. Il faut maintenant poser des actions concrètes. Et qui parle des actions concrètes, ça nécessite beaucoup de moyens pour mener à bien cette mission. Mais seulement là où le bas blesse un peu, on n'est pas tellement accompagné dans cette lutte que nous sommes en train de mener. Voilà pourquoi la plupart des organisations locales, même voire internationales, mise table beaucoup plus dans le cadre de la sensibilisation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est sensibilisé par rapport à ces questions, je pense que le problème est réglé en partie. Pourquoi? Parce que la sensibilisation touche la mentalité. Quand on gagne en termes de la mentalité, la lutte... Mais vous ne le faites pas trop, c'est pas trop récent, hein, à chaque fois, vous ne le faites pas. Sensibiliser, créer de colloques, de rencontres avec la population. Lors de ma présentation, vous avez dit que je suis conférencier. Justement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, par rapport à la question de M. Kabouya, il n'a pas à s'inquiéter parce que c'est notre quotidien. D'accord. Je prends une autre question. Voilà. Un cas de Mpox vient d'être découvert sur l'avenue Nzongo, quartier 3, dans la commune de Ndjili. Est-ce c'est aussi un problème lié à l'environnement? Prière de prendre toutes mesures préventives, si c'est le cas, que l'expert nous en dise un peu plus. Voilà, il n'a pas donné son nom. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question prestigieuse. D'accord. En fait, ce qu'il faut signaler est que il y a un lien direct entre l'environnement et la santé publique. Là, nous sommes on peut interroger les virologues parce que dans la santé publique... Vous fouillez la responsabilité? Non, je ne fouille pas parce que c'est aussi mais notre expertise. Vous avez dit qu'on peut vous associer dans tout, là, tout à l'heure, vous avez dit ça. Justement, j'essaie juste de créer le lien. Il y a un lien étroit entre la santé publique et l'environnement. Je ne peux pas parler peut-être en ce qui concerne les virologues comme Dr Mouyembe, qui est virologue. Mais aujourd'hui, si on doit tenir compte de la source de ce virus, on va dire que Mpox, on a retrouvé ça dans le singe. On voit la biodiversité. Les conséquences ou l'impact de ces virus-là va toucher qui? La population. La population vit où? Dans l'environnement. Donc c'est aussi un problème de l'environnement. Parmi les mesures qu'on doit prendre, il y a aussi des mesures liées à l'assainissement. C'est aussi un problème environnemental. Pourquoi? Lorsque nous sommes en train comment dirais-je, de développer ou de prendre en compte des mesures hygiéniques, ça concerne aussi l'environnement. Parce que si cette maladie se multiplie, il y a ce qu'on appelle la prise en charge. Ce sont des moyens qui doivent être décaissés. La prise en charge des moyens, on doit décaisser parce qu'on doit mettre en quarantaine les victimes, etc. Tout cela, c'est un problème environnemental. D'accord. Voilà, je prends notre question, mais c'est en lingala. Ndekwatuni na lingala. Oyano na lingala to osala ngona lopoto. On va se débrouiller. D'accord, voilà. Question ezali andeko alobi azali mwana ya changu. Abandika bongo alobi nazali mwana ya changu. Papa journaliste yebisa papa na biso, donc invité na biso azali awa. Yebisa papa na biso alobi nini pona mituka oyo ebimisaka ba milinga mingi ba 207 ezali kotambola na balabala. Peli susu ndenge tozalaka awa na mboka na biso na banzela nyonso tozali kaka na ba terrasse makelele eleki nyonso wana ezali musala na bango te pona nini bazali kokanga batu wana te po bazali pe kobebisa. Il parle de Mokili, donc ça veut dire je pense que voilà Mwana Changu, parce qu'il n'a pas donné aussi son nom, Albi Mwana Changu. Voilà. D'accord, merci beaucoup Ndekopona Mutuna. Cette question fait référence à la pollution atmosphérique, mais aussi à la pollution sonore. Ok. Déjà, l'environnementaliste décrit, repère les faits et apporte la solution, mais il doit être accompagné par l'État. Il y a aussi un problème lié à la politique interne de notre ville. Il a parlé de 207 et Bimisaka, Milinga Ebele. Milinga wana Ebele zali constitué na plomb. Na terme technique, on parle des polluants ionisés, c'est-à-dire les métaux lourds. Danger, tant on a bandé pour le bac environnement lié à la santé publique. Exemple, Mandaki Samala Munde kwa pesi, tant on Milinga wana ezali ko pumbwa. Eza ko bebisa environnement. Dans ce sens,
Après cet exemple à Tchango, parmi les sites agricoles les plus importants de notre ville, ils ont dit Tchango. Tchango Motole et Sarakinchasa. Ah bon? Oui. Tchango est un site agricole Yamakasi. Ok. Tout le monde a banjiri brasserie, tokoko tati kuna na seba kimbanse ke bandunde belé tuliak. Tant mo lingawana o ezali na plomb na kati ezali ko kende. Ezali ko s'évaporer et go suka wapi na ba matembele bandundo tozolia. Métolo et kufakate na moi. Tant que tozo zabandunda wana tozo kende kolia, nous sommes en train de consommer les produits ionisés au babenya au métolo. Et plus nous sommes en train de consommer cela, on parle en termes techniques de la bioaccumulation et de la bioconcentration. Et ça na motamaye les mots alobaki, c'est la dose qui fait le poison. Donc chaque fois où tozali kolia quantité ya mulinga wana ezokota na nzoto na biso et ko créer biso ba problème cancérigène. Ya on so sali constat mikolo yakala na lelo tozamona ke ba cancer comme on loba mingi. À l'époque on n'avait pas connu cela. Ba cancer, ba myome, on n'avait pas connu cela. Pourquoi? Parce que il y avait l'hygiène dans l'alimentation. Mais aujourd'hui, il y en a pas. Deuxième exemple à l'Obéli, toujours ba décensé bon, environnementaliste ça dans la makasi nini ya opeki ça ba décensé tout ça. Il y a aujourd'hui le contrôle technique. Vous avez aussi ce droit quand même de frapper sur on a la droit table, de dénoncer, d'interpeller le gouvernement, voilà. On a droit de décrire, c'est cette description et de dénonciation que nous sommes en train de faire. Il y a le contrôle technique oyo DGRK na ba service mususu il y a gouvernement provincial et ça on les ont relevé na compétence à bisoté. Mais après si ndaki sawana est-ce que mitukawana et ça la ba contrôle technique ezotambola ndenge nini ezali na bakonzi oyo musala wana ezali ko revenir de droit et puis tant lobi tant molinga wana ezo matalikolo aujourd'hui momo eza makasi tozo lobela bongo ba réchauffement climatique c'est que tant molinga wana ezo lobi aujourd'hui on a les gaz emmagasineurs de chaleur, nous avons les dioxydes de carbone, les CO2, le principal gaz lorsque nous devons parler du réchauffement climatique, nous avons les CH4, les gaz méthane. On trouve ça dans l'agriculture, dans l'affouissement des déchets. On peut retrouver cela aussi dans la matière fécale de la vache. Nous avons les N2O, les protoxydes d'azote. Ce sont les gaz emmagasineurs de chaleur. Oezovanda, un effet de serre anthropique. Parce que quand on doit parler de l'effet de serre, nous avons l'effet de serre naturel. Gaz à effet de serre, c'est-à-dire, ce sont des gaz naturels, nécessairement les gaz à vapeur d'eau qui se trouvent entre 11 et 12 km dans l'atmosphère. Et ça la ranine, et ça la rééquilibre. Au moins des ans, ma mokili. Mali les lignes à makasi, ceux qui ba tokos exemple ninda qui s'en expliqué papa na biso chango. Moni Mali les ceux qui za makasi. Au pays si moto za koyeto là. Parce que moto wana oze ko les salo bien. Il y a un effet de serre naturel. Pour ceux qui ont Mali les lignes à la makasi, tokoka ko vivre té. Mais le problème arrive. Biso batu notamment na ba milinga wana ya mutuka oezo mata ba maman na biso pour na basa l'agriculture sur brili, c'est aussi une technique qu'ils utilisent pour fertiliser le sol. Bazo sala ba déboisement, bazo kata banzete, bazo tumba koto bazo tumba matisi milinga wana nyonso ezo mata ezo kende ko renforcer ka ba gaz oezo ko amagasiner ba chaleur tango ko sangana na gaz effrant thermique naturel ou ezoleka et ça li que chaleur ezokoma makasi et au matalikolo qui ne simba couche d'ozone te le bezanini c'est un filtre ou ezalikolo ou ezobtempérer que ba rayon solaire et simba biso makasi te parce que tant ba gaz wana ezomata ezo réduire épaisseur nango, on parle en termes techniques de l'amincissement de la couche d'ozone. Donc ezali pe moko ya ba réalité wana nde ezali ko causer ba réchauffement climatique ba moy auto vivre lelo. Donc question de ezali vraiment fondée. Très bien. Voilà, mais aloba pe likamu ya ba nzela la ba nyonso so ba ko tambola. Na bosani alobela ki makelele leki, voilà. Aujourd'hui ministre de la Justice et garde des Sceaux a qui décision à Makasi, si je ne m'abuse, ceux qui bakani montazo ça la tapage nocturne à refout amende, à refout à l'amende. Pourquoi c'est un problème aussi environnemental et social réel? Makelele et l'équipe Makasi na kati ya ville à Kinshasa. On parle de la pollution sonore, où ils allient différentes na nuisances sonores. Pollution sonore, na nuisance sonore différence izanini. Ba effet à makelele wana soke komi nocif. Ndeko azali akoki banda koganga aoganga eza normal wana etuzana pollution mais ce qui koganga wana ekomi ko nuire nde to komi na nuisance yango wana
Mokano oyo mokonzi ya justice azui ezali vraiment malamu pour la population. Pourquoi? Parce que tozali na problème ya ba traumatisme. Tala bana nde bazotanga te. Bandeko basali d'études ya psychologie, hein, psychanalyse, ceux qui totali ba tableau ya Freud. To remona que même sur le plan psychique, Machiavelli ezali na conséquence mala, ezali na conséquence makasi pour la santé na biso. To kendika ka environnement, santé publique, management. Oyo bandeko nyonso pe bakoki ko intervenir. Donc le problème wana ezali réel. Musique ko banda robeta banda tongo tibutu. Imagine moi na botami na Makelele. Na moi na wa botami na kimia. Soko tie bango du point de vue développement humain, baza ba tout mon côté. Donc il y a des facteurs psychiques qui ont été empestés et pas batu oyo bavandi bongo esika Makelele. Et ndenge pe na uti ko loba et pas ya batu ya 3e âge ba mi bangé. Bazana ba problème ba traumatisme causé notamment par la nuisance. Bon, d'une part, il faut un peu que l'on la stresse, il faut qu'elle ait moins qu'on mouve et tout et tout. Hein. Moi, ma quelle on a peine dans nous autres et ça la rappelle moi bien. Voilà. Quelque part, bon. Aujourd'hui, balobela ka toxicité. Là où tu kolobela, c'est la dose qui fait le poison. Est-ce que tozali parce que pollution sonore ba mesure en et ça un appareil moko ba mesure ba benga sonomètre. De ceux qui vont tirer en atmosphère, ils ont capté, ils ont la sabino fréquence nini. Même bien dans la télévision, vous avez la fréquence. Fréquence à musique ou on a mesuré. Poto lo baquet tout ça vous c'est distressé. Est-ce que vous allez mesurer fréquence à musique là c'est notre sujet. Là c'est notre sujet. Bon, il faut pas la rappeler dans moi. On va mesurer. Voilà. D'accord. Dans une question, c'est en français cette fois-ci. Une question qui nous vient depuis Mongafula. Voilà. Bonjour à vous, bonjour l'émission. C'est le docteur Passion Ibala depuis Mongafula. Passion Ibala depuis Mongafula. Juste remercier l'invité pour son savoir, mais également aussi dénoncer un fait. Juste à l'hôpital Moncolé, où on est en train de déverser le déchet organique. Je me pose la question si aussi dans ces cas on ne peut pas faire une interpellation sur ça, parce que voir comment est-ce qu'on est en train de nuire le sol, également aussi l'espace où vivent cette population. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup au docteur pour une question monumentale et j'allais même perdre des vues. Ok. Parce que la pollution, si on doit en parler, ça doit faire tout un thème. On peut parler toute la journée de la pollution. Je vois une question qui arrive ici. Nous sommes en train de toucher un peu chaque domaine justement pour avoir une idée. Là, nous sommes dans le cadre de la pollution liée aux déchets médicaux. Dans les déchets médicaux, c'est vraiment une question très épineuse qui dérange dans notre pays. La gestion des déchets médicaux. Il y a des dispensaires plutôt. Il y a aussi des gens qui utilisent des incinérateurs pour brûler les déchets. On peut brûler des fœtus, comment on appelle ça, des cordons ombilicaux. On peut brûler beaucoup de choses. Et lorsque ces particules vont se retrouver dans l'atmosphère, parmi les modes de contamination qui existent à Kinshasa ou partout ailleurs, avec la pollution atmosphérique, mode de contamination par inhalation. Lorsque nous sommes en train d'inhaler, lorsqu'on est en train de brûler, il y a beaucoup de polluants qui sont en train d'être suspendus à l'air libre, dans l'espace. On peut voir les monoxydes de carbone qui peuvent sortir de là. Déjà, quand on voit le monoxyde de carbone, c'est un polluant irréductible, secondaire. C'est un polluant qui va bloquer les transports d'oxygène dans le sang, qui une fois, avec le contact avec l'hémoglobine du globule rouge, ça va former ce qu'on appelle HBCO, carboxyhémoglobine. Ce qui cause des problèmes fâcheux. On peut voir des problèmes de respiration, dans les gens qui n'arrivent pas à respirer. Justement, pourquoi? Parce que lorsqu'on est en train d'incinérer avec toutes ces substances-là qui se retrouvent à l'air libre, c'est un problème réel pour la population. Là, nous sommes du point de vue atmosphérique. Mais du point de vue pédologique, on parle de la pollution diffuse dans le sol. Au travers des déchets médicaux, on peut jeter des seringues. Des seringues qui ne sont pas peut-être stérilisés ou sanitisés. Parce qu'on ne peut pas, on jette pas, on déverse pas les déchets comme cela. Il y a les procédures de la sanitisation et de la stérilisation. Est-ce que leurs déchets médicaux sont stérilisés? Il peut y avoir les métaux lourds comme le cas du mercure qui se trouve dans le thermomètre.
Mais lorsque tous ces déchets-là vont se retrouver dans les sols, il y aura pluie. Avec la pluie, il y a des réalités qui se trouvent dans le sol. Lorsqu'il y a pluie, dans un sol qui est plat, c'est-à-dire dans la plaine, l'eau va stagner. Mais là où il y a la pente, l'eau va ruisseler. L'eau va ruisseler pour aller où? Dans les eaux de surface. D'autres vont s'infiltrer dans les sous-sols. Et comme on connaît notre pays, on a aussi un problème réel lié à l'accessibilité en eau potable. Vous voyez, on est en train d'aller partout quand on parle de l'environnement. L'accessibilité en eau potable. Et il y a des communes où il n'y a pratiquement pas d'eau. Il faut voir le forage. Le forage, voilà. C'est un problème. Les eaux là qui sont passées au travers des déchets vont aller contaminer la nappe phréatique. Lorsqu'on va faire les forages, on va prendre quelle est la qualité des eaux qu'on va consommer issues des forages. On parle de la pollution minérale. Mais les Congolais contents d'avoir des forages aujourd'hui. Ils sont contents, mais ils n'ont pas, la plupart n'ont pas cette connaissance. L'eau là vient d'où? C'est-à-dire il y a l'infiltration. Et le ruissellement, l'eau qui s'infiltre là est passée par quel type de déchets et a emporté quel type de déchets. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on a des problèmes d'amibes, les maux de ventre à tout moment. Les populations qui consomment les eaux de forage en Mboudi, c'est les... Je prends l'exemple seulement de Mboudi parce qu'il y a un cimetière à côté. Au travers de l'infiltration. Si vous allez vers Selemba ou l'hôpital Sana, justement, là, il y a des forages. Par infiltration, donc la population est en train de consommer les eaux remplies de bactéries, remplies de toutes sortes de microbes parce que liées justement à la mauvaise gestion des déchets médicaux. On peut voir les antidiabétiques dedans, les antihistaminiques, tout cela. Il y a vraiment un gros risque de contamination de la population liée aux déchets médicaux. Voilà. Bon, question de curiosité. Ndeko mo atuni, ndeko Gédéon, nangina tuna na bino, soki ndeko azali penza, azali penza, kolo ONG écolo. Bon, il n'a pas bien écrit, hein? Voilà. Moi je vais t'aider, écolo trap, voilà, parce que tu as écrit selon toi. Alors, biso azali penza, kolo ONG. Pourquoi il dit ça? Soki penza mboka na biso et soutenir batu ya boye et kozala malamu mingi pe to sengi na ye penza alobelela ka biso surtout pona biso ba oyo tozali komona pasi na bosoto na mboka. Voilà. C'est une question de curiosité, hein? Voilà. En français. Ça vous de faire le choix. Les alliés ONG de lobby international, ils ont regroupé les pays francophones et Afrique centrale. Mais tout ça en anglais, pour les pays qui s'intéresser. Il y a un combo d'anglais, ils allaient bon anglais. Ok. Mais na RDC, tout ça un point focal. Il s'appelle monsieur Jonathan Sambiaya, en Allemagne. Pour na kendaki mobembo kaka pour na bitumba ya réchauffement climatique à Bonn. Et puis moi je suis vice-coordonnateur donc vice-coordonnateur chargé des questions techniques et médias. Voilà. Donc musalo nazo sala ils ont relevé na ba prérogative nanga ONG eza na niveau international eza yanga te mena Congo biso ba tutozali ko représenter yango. Voilà. Une question, je prends 3 questions et puis on va revenir vers moi et puis on va voir comment finir l'émission. La question est plus liée ici, voilà. Bonjour à vous, très belle émission, félicitations à l'invité. Également, nous lui souhaitons plein succès sur son travail. Mais ma préoccupation est de savoir pourquoi dit-on souvent que la forêt équatoriale est inexploitable jusqu'à présent. Est-ce aujourd'hui, c'est par manque de recherche des environnementalistes ou encore c'est par interdiction de ceux-là qui gère l'Afrique? Il met entre parenthèses les impérialistes. Voilà, une question, mais il a gardé l'anonymat. Ah ok, merci beaucoup à mon frère pour la question. Très bien. Qui nous plonge encore dans le méandre de notre sujet. En fait, la forêt équatoriale, aujourd'hui, ça fait partie du patrimoine mondial. Donc, si on peut le dire mieux, c'est maintenant un bien commun pour toute l'humanité. Notre forêt à nous. Oui. Il y a des lois internationales qui pèsent sur les lois nationales. Donc la forêt équatoriale, c'est un patrimoine mondial. Donc on n'a pas droit d'en faire ce qu'on veut. Parce que l'équilibre de l'humanité tout entière
dépend notamment de la capacité de séquestrer les macromolécules de la forêt équatoriale. Il y en a deux à l'échelle internationale. Nous avons la forêt Amazon au Brésil, mais aussi la forêt équatoriale. Bon, comme la forêt nous appartient, c'est notre richesse. On dit aussi que la forêt équatoriale est inexploitée, c'est par rapport à sa superficie et par rapport à la diversité des espèces arboristiques qui s'y trouvent. C'est-à-dire, je prends un exemple, il y a peut-être 80 millions d'espèces. Des arbres, et 80 millions d'espèces, 50 millions d'espèces végétales et puis animales. Mais sur les 80 millions, on a exploité seulement 100. C'est dans ce sens-là où on dit que la forêt n'est pas encore exploitée. Et puis, l'exploitation est à quelle échelle? C'est une exploitation, à mon avis, artisanale. Les mamans utilisent peut-être pour réaliser, pour faire la braise. Mais ce n'est pas à grande échelle. Mais comme la forêt nous appartient, dans la politique internationale, du point de vue environnemental, il y a ce qu'on appelle la compensation. C'est-à-dire, la RDC, comme la forêt est en train de jouer un grand rôle en termes de l'équilibre pour faire la synthèse des macromolécules, aujourd'hui on parle du crédit carbone. Il y a tout un département aujourd'hui gouvernemental qui s'en occupe. On mesure cela par unité de carbone, c'est en termes de dollars. Peut-être une unité de carbone coûte $10. Maintenant, la RDC fait la synthèse des milliards. Je pèse bien mes mots. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. La forêt équatoriale, il n'y a pas seulement la forêt équatoriale, il y a le réservoir de Luki dans le Congo central. Il y a certaines micro-forêts dans le Bandundu, dans la province orientale, dans le Kasaï, à Goma, etc. Donc c'est une méga biodiversité en termes même énergétiques. Donc comme la RDC soutient l'humanité pour maintenir l'équilibre du monde, la RDC doit être récompensée. Parce que la forêt, c'est une richesse. Et comment on sera donc récompensé? Justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Mais non, la communauté internationale doit nous payer. La RDC doit être payée. Donc, nous, on est en train de protéger le monde. C'est comme si tu as un pain, on te dit que tu ne peux pas toucher à ce pain-là. Mais moi, j'ai faim, je dois manger. Alors, vous devez me payer comme compensation du fait que la RDC a une forêt qui protège l'humanité. Donc c'est cela la grande question. Mais la RDC jusqu'à ce niveau ne bénéficie pas encore de ses droits comme il se doit du point de vue nomothétique. C'est par ignorance? Non, mais c'est juste par mauvaise foi? Vous serez choqués. On ne pèse pas. Ça nécessite une forte diplomatie. On avait le sommet à Brazzaville auquel le chef de l'État a pris part. À Brazzaville, c'était justement le sommet qui concernait les bassins du Congo. Les bassins du Congo. Mais nous pesons du point de vue international. Mais quelle est la politique mise en place par la République démocratique du Congo pour négocier nos droits? Parce qu'on doit négocier. La communauté internationale, c'est un coopérant. Excusez-moi le terme dur. C'est un coopérant. Il ne voit que ses intérêts. Si nous faisons un tour à Copenhague, il en était question de donner aux pays africains 100 milliards de dollars, s'il vous plaît. Comme dommage, parce qu'en termes de la pollution, en Afrique, on ne pollue pratiquement pas. Nous sommes victimes des conséquences, des effets polluants des pays développés. Mais comme nous sommes en train de subir les conséquences des pollutions dont nous ne sommes pas responsables, on doit nous payer. Et du moment où ils devraient donner à l'Afrique 100 milliards de dollars, ils nous ont dribblés. Ils ont amené des arguments comme quoi 100 milliards là étaient déjà accordés au travers les actions sanitaires que la communauté internationale mène en Afrique, au travers les vaccins qu'ils nous donnent. Vous voyez que c'est de l'arnaque. Donc, la RDC pèse, mais la RDC doit avoir un management pressant en termes de la politique internationale environnementale pour que nous puissions vraiment négocier vraiment ce qui nous revient de droit. Je vais vous choquer. Vous savez, avec seulement les crédits carbone, la RDC peut encaisser des milliards. Notre budget peut monter à une vitesse de croisière. La RDC peut empocher normalement en termes de 50 milliards de dollars chaque année. Si on valorise vraiment notre richesse, on mène une très bonne politique. Rien que dans le secteur de l'environnement. Rien que pour la forêt. Moi, j'ai dit, on est en train de faire les calculs de crédit carbone. Mais c'est dans des termes de gigatonnes et ce sont des choses extraordinaires. Mais est-ce que la RDC négocie valablement ses droits? C'est une politique de force. Donc nous devons avoir une très bonne
diplomatie internationale pour mériter cela. Voilà. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va prendre deux questions. En tout cas, permettez-moi, deux questions. Et puis, je vais revenir et puis voir comment est-ce que M. Lucien Mosengo pourra nous donner un peu le dernier diapason, comment y faire, et puis quelques stratégies et quelques mots de la fin pour voir comment finir. Deux questions. Je ne saurais pas tout prendre. Là, on me pose des questions si la structure, elle est politique ou apolitique. Voilà, bon, je ne sais pas. Organisation non gouvernementale. Ok, voilà, vous avez eu la réponse, hein? Donc c'est clair. Bon, quelqu'un pose la question de savoir, voilà, monsieur Mosengo, bravo et félicitations. Avec beaucoup de sympathie, je souhaiterais vous accompagner, mais tout en vous proposant, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de pouvoir redorer encore, surtout dans les universités, plus pour ceux-là qui sont dans la science de l'environnement, de bien vouloir bénéficier de vos savoirs et surtout à travers votre association avec une franche collaboration. Pensez à l'UNIKIN, pensez aussi à d'autres universités de la place ici en RDC. Monsieur Fabien Fambolo Katonzi, je vous écris, oh là, il nous écrit depuis Kassangoulou. Voilà. Merci beaucoup à monsieur Fabien Katonzi. Voilà. Donc, c'est déjà une mission UNIKIN et c'est une université frère. Parce que, mais je pense qu'il est de l'UNIKIN parce qu'il parle de l'UNIKIN et puis il demande que... C'est une université frère parce que moi je suis ressortissant de l'UPEN. Okay. Donc même quand on était pendant notre cursus, il y a toujours cette collaboration-là entre l'UPEN et l'université de Kinshasa. Mais notre souhait c'est d'étendre aussi le champ parce que il y a peu d'institutions universitaires, même en termes d'instituts supérieurs, qui organisent les sciences environnementales. Alors, notre souhait, c'est de frapper aussi, de frapper la porte à d'autres universitaires qui auront l'amabilité de nous recevoir et nous serons toujours là pour servir les pays dans ce sens-là. Très bien. Alors, j'ai fini avec ça. Tu vas donner aussi ton point de vue. Hein. Oui. Voilà. Merci, je vous suis en direct. Je suis juste un simple compatriote congolais, mais je tire beaucoup d'attention à votre invité et s'il y a, voilà, il demande votre coordonnée, s'il y a possibilité. Je pense qu'il sera libre, s'il va le faire, il n'y a pas de souci. S'il y a possibilité d'avoir ses coordonnées. Et il ajoute pour dire, pouvons-nous prendre aussi conscience par rapport à tous ces genres de complots, chers Africains et chers Congolais, nos dirigeants qui acceptent de nuire nos experts et de faire valoir ceux de l'extérieur, surtout les étrangers, ici dans notre pays, sont complices et complots pour que nous puissions disparaître et surtout, si on ne tient pas compte de pouvoir remédier l'environnement, c'est notre perte physique et psychique. Voilà. Okay. Bon, merci beaucoup ça, pour la question de notre compatriote. En fait, c'est que je vais dire, il y a des principes pour bâtir une société durable. Okay. Il y a le droit qui doit régenter beaucoup des secteurs. Aujourd'hui, je salue même ces initiatives. Il y a maintenant le département de droit de l'environnement parce qu'on en avait vraiment besoin pour réguler les lois pouvant accompagner les cadres organiques en termes de loi environnementale, etc. Le grand problème est que la politique, elle sait qu'elle est. Les problèmes avec beaucoup de politiciens, ils n'écoutent pas les experts. Je peux vous choquer. Bon, je ne parle pas en tant que politique, mais je parle en tant que scientifique. Si on devrait demander les avis des scientifiques pour le problème de Bukangalonzo. Bukangalonzo, ça prend aussi une partie du plateau de Bateke. De ce côté-là, le sol est acide. Monsieur Franck, vous vous rendez compte? Si. Le sol est acide, c'est-à-dire le potentiel hydrogène, le pH de ce sol-là, c'est moins de 7. Donc 4 à 5. Donc dans un sol acide, on ne peut pas
réaliser l'agriculture et avoir des bons rendements. Ça n'existe pas. Les sols acides, c'est une mauvaise terre, au fait. On réalise l'agriculture dans un sol basique. Je pense que les agronomes ne vont pas me contredire en ce sens-là. Où on peut voir même le sol avec un pH neutre. Mais ce sol-là qui était déjà acide, qu'est-ce que, à l'échelle internationale, ou bien dans des pays développés qui n'ont pas des terres arables comme la RDC font? Ils vont payer des produits chimiques pour faire ce qu'on appelle les amendements du sol. Déjà, vous venez réaliser un projet de grande envergure comme Bukangalonjo dans un sol pratiquement acide. Ce qui sera déjà un échec du point de vue scientifique. Je pèse bien, mais bon, je ne suis pas dans la politique. Donc le maïs en question qu'on attendait à voir... Le problème est que ce sol-là, on ne pouvait pas... Bon, c'est vous qui citez les noms, je vous concède. Justement, le problème est que les savent. On ne pouvait pas réaliser l'agriculture dans un sol pareil, parce que c'était un mauvais sol. On réalise l'agriculture dans un sol basique. Quand le sol est acide, qu'est-ce qu'on fait? Quand le sol est acide, on doit payer des produits chimiques pour faire les amendements du sol. Ok. La chimisation. On paye les produits chimiques pour amender les sols. Et quand on va amender les sols, là, on peut avoir des résultats. Mais non, le problème est que l'agriculture réalisée avec les produits chimiques, il y aura un problème du point de vue sanitaire. Or, déjà, pour payer les produits chimiques, on va encore dépenser beaucoup d'argent. Voilà. Vous allez me dire que les politiques de cette époque-là n'avaient pas consulté les experts. Les experts ne leur avaient pas prévenu. Est-ce qu'ils avaient écouté? Si on les avait prévenus, pourquoi les personnes qui pilotaient ces projets-là s'étaient entêtées pour réaliser cela? On est en train de réfléchir à haute voix. Donc, on paye les produits avec les produits chimiques. On n'en disconvient pas. On réalise l'agriculture avec le maïs, etc. Pour vendre ça et avoir quel bénéfice? Mais si on avait réalisé cela dans un sol basique, on n'allait pas dépenser autant de millions pour payer les produits qui sont censés réaliser avec les amendements de sol. Donc là, vous appuyez quand même avec l'esprit du général Kassongo, Kanyamaka CC. Là, au moins, nous avons un sol fertile pour... Monsieur Franklin, en RDC, nous avons 80 millions de terres arables. Justement, je parle de Kanyamaka CC. Justement. C'est un bon terrain pour exploiter? Un bon terrain, exactement. Okay. Donc, nous avons 80 millions de terres arables. Il ne manquait pas à la RDC la terre pour réaliser le projet Bukangalonjo. Moi, j'ai réfléchi justement à haute voix. Parce que c'est un sol acide. Donc, c'est une interrogation que je laisse à ciel ouvert. Ok, très bien. Bon, allez, on arrive vraiment à la fin de notre entretien. Beaucoup de réactions. Il y a des gens qui... on nous demande vos coordonnées. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire sur ce point. D'accord, je vais donner mes coordonnées à la fin. Voilà. Et comment faire pour vous atteindre l'ONG s'il y a quand même de besoins, tout Congolais libre quand même de vous faire quand même leurs préoccupations, comment ils peuvent le faire, est-ce que c'est toujours en ligne ou vous avez une adresse physique? Soyez libre, donnez-nous un peu vos points de jonction, comment faire pour vous avoir. Ok, je vais donner les coordonnées parce que c'est pas professionnel du point de vue managérial tout dévoilé ici. Donc mes coordonnées, je peux donner? Oui, allez-y. 082 13 17 890. C'est les 082 13 17 890. Très bien. Allez, on arrive à la fin. Je veux que tu regardes cette caméra. Donc là, vous allez vous adresser avec beaucoup de modestie au premier Congolais, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Essayez un peu de lui faire voir ce que vous êtes pour la valeur de notre pays, la RDC. Également, qu'est-ce que vous pensez faire pour l'accompagner aussi durant son mandat ici, parce que c'est un chef d'État, il a besoin aussi de vos idées, de vos pensées, également de votre expertise. Et pourquoi pas aussi en savoir écolotrope avec le soutien du gouvernement. Qu'est-ce que l'État peut attendre de cette grande structure? Vous avez 3 minutes face à la caméra et puis on va finir. Je m'adresse particulièrement au chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme le premier environnementaliste. Donc il a représenté le pays à Brazzaville et puis il a dit de sa propre bouche lors de la pré-COP 27 que la RDC, nous sommes un pays solution. Donc il en est pleinement conscient.
Et aussi dans sa politique actuelle que je prise personnellement, le chef de l'État, il travaille avec les jeunes. Donc je lui dis simplement que il doit créer toujours cet équilibre-là entre l'ancienne classe et la nouvelle classe qui vient avec l'énergie nouvelle. Aussi cette probité morale-là, cette volonté-là de servir la République comme nous le faisons. En tant que jeunes, nous ne manquerons pas d'apporter des solutions à tout moment que la République aura besoin de notre expertise avec toute modestie. Merci. Allez, merci beaucoup, monsieur Lucien Mosengo. Je rappelle, il était notre invité d'aujourd'hui. Je l'ai reçu en qualité d'expert en matière environnementale, également vice-coordonnateur chargé des questions stratégiques, techniques et médias au sein de l'ONG Écolotrope, conférencier de son état. Pour ceux qui veulent avoir son numéro, pour plusieurs détails, appelez au plus 243 82 13 17 890. Plus 243 82 13 17 890. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je pense que ce ne sera pas la dernière. Hein. Et à chaque fois que nous avons besoin de vous, vous allez vraiment répondre à toutes les préoccupations que le peuple congolais souhaite avoir comme détails. Je sais qu'il y a beaucoup de messages qui sont restés. On n'a pas pu finir. Mais je pense qu'à la prochaine occasion, en tout cas, M. Lucien sera des nôtres pour nous donner des plus amples détails et explications. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Franklin. Voilà. Allez, on a fini. On se retrouve déjà avec vous très prochainement avec une autre forme d'invité, avec le même plaisir et surtout avec le même sourire. Au revoir. Bye bye. Bye.